Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la FHU. Désolée pour le retard. Mina n'étant pas là, ça pose des petits problèmes et on n'arrive pas à se débrouiller sans Mina. Du coup, aujourd'hui, on va avoir à nouveau deux séminaires. Le premier va être concernant le French Gut. Et donc, je vais laisser la parole à Sébastien Fromentin, qui est ingénieur de recherche et du coup le project manager. Et il va être accompagné par Robert Benamouzig. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et du coup, on les relayera, nous, en fin de topo. Donc, Sébastien, si tu veux partager ta Ouais, présentation. je la partage à nouveau. Là, ça va être bon. C'est super. Dis-moi si c'est Merci beaucoup. tout bon. C'est bon? À toi de jouer, Parfait. c'est bon. Super. Donc tout d'abord, merci de nous laisser présenter à nouveau à la FHU. Je pense que ça doit être la deuxième fois qu'on présente, mais cette fois, le but en fait de ces 20 minutes, c'est qu'on vous présente avec Robert un peu l'avancée du projet. Alors, rappeler un petit peu les fondements du projet pour certains qui auraient pu un petit peu qui pourraient ne pas s'en rappeler. Parler de l'avancée d'un point de vue recrutement, de l'ensemble des données que l'on a. Parce que je pense que l'un des messages principaux que l'on veut faire passer, c'est que voilà, notre but, c'est de former une très très grosse cohorte qui a pour but justement de collaborer, de travailler ensemble. Et puis, on terminera cette petite présentation par des premières visions en quelques minutes de ce qui se fait un petit peu d'un point de vue analyse. Alors, de quelques thématiques d'analyse, évidemment, hein, qu'on a choisi avec Robert parmi les nombreuses que l'on a déjà commencé. Voilà, je m'attarde pas plus que ça. Alors, notamment sur cette toute première diapo, juste pour rappeler que le but du French Gut, hein, c'est de recruter d'ici 2029 100 000 participants. Donc, en France métropolitaine, donc échantillon de sel et questionnaire associé afin de former une base de référence du microbiote intestinal des personnes vivant sur territoire français. Euh, Ici, en quelques secondes, hein, pour rappel, le French Gut a l'avantage d'avoir une participation qui est très simple et qui peut se faire 100% depuis chez soi. C'est-à-dire que le French Gut, c'est un remplissage d'un questionnaire, à peu près 20-25 minutes à faire, et un échantillon de sel directement à domicile et renvoyé par la poste. Pour rappel, et c'est ce qu'il y a en bas de cette diapo-là, grâce au numéro de carte vitale, on fait un appariement SNDS, appariement direct, qui est aussi l'une des forces, l'un des intérêts, et dont on présentera notamment un exemple de cas d'usage, un exemple, hein, je dis bien, dans les quelques présentations de résultats que l'on va faire en fin de présentation. Je voudrais m'attarder un peu plus longtemps sur cette diapositive-là pour présenter en fait l'ensemble des données que l'on a dans le French Gut. Et donc, on a présenté ça un petit peu en différents tiroirs, en différentes cases qui sont la santé digestive, le parcours de santé, etc., afin de montrer l'ensemble des données que l'on a et donc auxquelles vous pourriez bénéficier en cas de collaboration dans le French Gut. La première auquel on va parler, c'est le parcours de santé qui est là-haut, là, un petit peu en rouge, en disant que, donc vous avez d'ailleurs, dans l'ensemble de ces encarts, hein, vous verrez qu'on distingue le rouge du bleu. Le rouge, c'est quoi? C'est la donnée obligatoire, c'est-à-dire la donnée disponible pour tous les participants, donc les 100 000. Et en bleu, c'est la donnée optionnelle, c'est-à-dire nos questionnaires optionnels que les participants remplissent s'ils en ont envie. Donc, si on retourne dans le parcours de santé, bah, la donnée obligatoire, c'est quoi? C'est notamment via le questionnaire obligatoire les pathologies déclarées qui sont demandées à l'ensemble, les maladies chroniques diagnostiquées qui sont demandées en obligatoire. C'est aussi évidemment les données SNDS. On en a parlé via notre appariement NIR.
donc DCIR, PMSI et CEPIDC. Et on a toutes les données optionnelles que vous avez juste dessous en bleu. On va prendre quelques autres exemples, mais vous pourrez évidemment avoir accès à ces diapositives-là. Tout d'abord, d'un point de vue de données métagénomiques, évidemment, tout est en rouge parce que tout est obligatoire. La donnée métagénomique est obligatoire pour les 100 000 participants. Vous avez évidemment donc diversité microbienne, entérosignature, partition, taxonomie, souche, potentiel fonctionnel, casime, résistome, etc. Ça, c'est de l'obligatoire parce que tout est obtenu à partir de l'échantillon de sel. On va prendre la santé digestive en bas à droite aussi. Donc en rouge, donc la partie obligatoire, c'est ce qu'on a dans le questionnaire premier étage, notamment le DSFQ, les autres variables digestives du premier étage. Et ce que l'on a en optionnel, diagnostic SI, le traitement IBS, l'IBS SSS et le GSRS, qui sont en optionnel, mais qui commencent à avoir des effectifs très intéressants parce que vous le verrez sur les effectifs dans les diapos suivantes, mais on a plus de 10 000 personnes qui ont rempli ces questionnaires optionnels-là. Alors, je ne vais pas faire l'ensemble de tous ces tiroirs, mais peut-être un dernier, la santé mentale et la personnalité en haut à gauche. Encore une fois, une partie obligatoire qu'on a pour les 100 000, le PSS4, donc un score obtenu à partir de 4 questions sur le stress. Et puis, on a tous les optionnels en dessous, le BFI, le GAT7, le PHQ9, qui sont pareils, remplis par de plus en plus de monde. On passe généralement les 10 000 personnes, voire les 15 000 personnes sur ces optionnels-là. Et puis, vous avez aussi les autres tiroirs. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça. On pourra en parler plus dans la partie questions ou même vous pourrez me contacter par mail si vous avez plus de questions sur ces données-là. Donc j'avance et on passe logiquement à nos effectifs actuels. Comme vous le savez, la volonté du French Gut, c'est d'avoir 100 000 participants à la fin 2029. Et à l'heure actuelle, bah, on est donc en avril 26. On a plus de, bah, aujourd'hui, je pense qu'on a passé les 39 000 participants. C'est-à-dire, quand on parle de 39 000 participants, c'est 39 000 personnes dont on a le questionnaire rempli et l'échantillon conforme à congélation. On a 57 000 personnes, donc les 39 000 font partie des 57 000 et la différence, bah, c'est des personnes qui sont en cours de participation. Donc voilà, on a des vitesses de recrutement qui sont assez importantes, notamment de par toute notre communication qui permet d'avoir ce chiffre qui grandit assez vite et notamment on a pour objectif de se rapprocher des 50 000 participants à la fin de l'année. Donc 50 000 échantillons en congélation. Parmi, en tout cas, les 39 000 déjà disponibles, eh ben, on en a 10 000 de séquencés. C'est-à-dire 10 000, on a une frise métagénomique prête de 10 000 sur laquelle les analyses sont en train de tourner dans les différents Work Packages. On en parlera après. L'objectif, c'est d'atteindre la frise des 30 000 à la fin 2026. Donc voilà, ça c'est notre objectif de séquençage. Et donc, on utilise évidemment un pipeline validé. J'insiste, je vais parler très rapidement là-dessus, mais de deux outils qui nous permettent de certifier un peu la qualité de ce qu'on produit en termes de profil métagénomique. Je parle, le premier, c'est Crocodile, qui est notre outil de détermination des contaminations entre les échantillons et qui nous permet bah, voilà, de diminuer et d'éteindre nos contaminations entre les échantillons. Et le deuxième, c'est Meteor 2, qui surpasse Metaflan 4 à pas mal de niveaux hein, d'un point de vue profiling et notamment capacité de détection de souche. On pourra évidemment en parler plus en détail. Euh, je bascule assez rapidement ensuite sur cette première diapo très communication, on va dire, mais qui permet d'introduire notre population. Donc là, c'est sur les 37 000, hein, mais sur les 39 000, c'est exactement pareil. Ce qui est important d'avoir en tête d'un point de vue metadata ici, c'est qu'on a globalement une population saine. C'est-à-dire qu'on a 2 tiers d'individus. Je pense que c'est autour des 67-68% d'individus qui déclarent ne pas avoir de maladie chronique diagnostiquée. Donc, à l'inverse, vous pouvez considérer avoir, allez, on va dire 31-32% d'individus à maladie. Donc ça, les 67-68%, c'est un chiffre important
parce que ça veut dire qu'on a une énorme base d'individus sains et d'individus que l'on peut utiliser pour différents contrôles, on va dire. Si on regarde un peu plus cette population, bah, tout d'abord, on a 7% qui ont plus de 70 ans, une grande majorité qui ont entre 30 et 70 ans et une sous-représentation des moins de 30 ans, même si cette sous-représentation diminue de par nos efforts de communication. On a une grande majorité de femmes, 70% de femmes, et on a, d'un point de vue maladie, mais on reviendra dessus, les maladies les mieux représentées, c'est les maladies cardiovasculaires, les pathologies digestives, notamment le SI. On a les maladies systémiques et auto-immunes et les maladies respiratoires. Et comme je le disais, c'est une population qui est globalement healthy, 66% n'ayant jamais fumé, 88% déclarant avoir une activité physique hebdomadaire et 75% d'omnivores, avec comme objectif que ce chiffre passe à 100 000 d'ici la fin 2029, le chiffre des 37 000. Voilà, maintenant je vais prendre un peu plus de temps pour me concentrer sur, on va dire, la structure d'analyse du French Gut. Et ça, ce que vous avez là, c'est peut-être le plus important, parce que le reste, ce sera des exemples d'analyse, mais c'est la structure d'analyse du French Gut, le fonctionnement du GT Analyse. Donc vous avez les différentes briques centrales, avec en bas, on va dire, les différentes task force de préparation des données, notamment la TEF1, qui est l'accessibilité, préparation, data management, accessibilité de la donnée. Vous avez les grands tiroirs, le grand tiroir vert là-haut, qui va être tout ce qui est écologie microbienne, on va dire. Vous avez le tiroir bleu à droite, enfin au milieu à droite, qui va être le concentré de trois Work Packages, notamment le Work Package sur la population saine, Work Package 2, et le Work Package sur les différentes pathologies, les différents contextes de pathologie, on va dire. Et au milieu, en orange à gauche, vous avez ce qui va être Work Package 4, donc alimentation et microbiote, et Work Package 6, exposome, exposition aux médicaments, exposition aux antibiotiques et exposition aux facteurs extérieurs de type pollution, qualité de l'eau, etc. Ce qui est important à travers cette diapositive, c'est de voir en fait toutes les interactions qu'on met en place. Et ça, c'est un message que voilà, je veux dire un maximum de fois. C'est un travail qu'on veut le plus ouvrir à la communauté. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnes côté INSERM, pas mal de collaborations côté APHP évidemment, côté INRAE avec les différents centres INRAE, côté INRIA, dans différentes thématiques. Évidemment, côté Pasteur, qui nous a déjà mis à disposition qui nous met à disposition plusieurs personnes pour travailler sur le French Gut. Donc voilà, côté APHP, évidemment, avec les équipes de Robert, Jean-Marc Sabaté, Fabien Wustenberg, et côté INSERM, Étienne Ruppé, notamment sur l'antibiothérapie, etc. Donc voilà, important de rappeler tout ce travail de collaboration. Euh, je vais commencer par un premier exemple. Alors, je reviens une diapo en arrière. Le premier exemple, c'est le Work Package 2. Voilà, c'est une thématique sur laquelle on, on, on s'intéresse, en fait, qui est de comprendre la diversité, comprendre le fonctionnement, on va dire, microbien de notre population qui dit, en tout cas, ne pas avoir de pathologie, notre population saine. Et le premier travail, alors je le dis là en quelques mots, je pourrais évidemment revenir beaucoup plus en détail dessus, mais la première partie de ce travail, bah, c'est de comprendre ce que c'est que notre population. C'est-à-dire, on a l'ensemble de nos métadatas, et à partir de là, on essaye de comprendre comment elle se structure. Donc, mettre en place différents clusters qui sont associés à des accumulations de facteurs de risque. Donc, bah, sur la partie gauche, nos LC, nos super LC, tout va bien, tout va très très bien. Et puis, bah, au fur et à mesure, si jamais vous avez des critères qui ne sont pas très bien, que ce soit alimentaire, que ce soit d'un point de vue qualité de vie, d'un point de vue mode de vie, et bah vous vous déplacez de plus en plus vers la droite dans nos clusters d'accumulation de facteurs de risque. Avec à droite les clusters en rouge très très foncés qui cumulent les facteurs de risque de différentes catégories, de différentes sortes, etc. Et le but, évidemment, bah, c'est de comprendre quelle est la place du microbiote intestinal là-dedans. C'est-à-dire tout d'abord d'aller regarder d'un point de vue diversité au niveau de nos clusters et de voir l'appauvrissement au niveau diversité avec l'accumulation des facteurs de risque.
de regarder d'un point de vue composition espèce, d'un point de vue composition fonctionnelle. Alors là, par exemple, d'un point de vue composition fonctionnelle et de voir cet appauvrissement dans notre score module avec l'accumulation des facteurs de risque. Et en fait, bah, de comprendre qu'on pourrait avoir cette représentation 3D, qui est une représentation tridimensionnelle où on a on va dire la diversité microbienne, le score espèce et le score fonction, et de comprendre que nos individus au sein d'un cluster, alors là par exemple nos petits points rouges, au sein d'un cluster donné, donc les hauts facteurs de risque, et ben en fait ils se répartissent en fait, hein, leur représentation de microbiote intestinal, elle se répartit le long de cet espace tridimensionnel. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Eh ben, ça nous permet de dire que même au sein d'un cluster, à facteurs de risque égaux, eh ben, on a une hétérogénéité microbienne entre des personnes qui ont ce qu'on va dire un microbiote délétère à la fois d'un point de vue, d'un point de vue MSP count, donc d'un point de vue diversité, d'un point de vue score espèce, d'un point de vue fonction, et des personnes qui ont l'ensemble de ces paramètres, c'est la partie en bas, en haut à droite, pardon, en vert, qui, malgré le fait qu'ils sont dans un cluster à risque, eh ben, ils ont des scores microbiens qui sont bons. Et donc, le but, in fine, c'est d'arriver à ça, bah, c'est d'arriver à la construction d'un index microbien entre des personnes enfin, qui distingueraient au sein d'une même catégorie bah, des personnes qui ont un microbiote protecteur et des personnes qui ont un microbiote altéré, et d'introduire cette notion que le microbiote protecteur bah, pourrait aider même en cas de facteurs de risque, même en cas d'accumulation de facteurs de risque, et ben, il pourrait aider à limiter un petit peu le risque d'un parcours de soins amplifié. Et donc le but, bah, c'est de brancher ça évidemment au SNDS. Et par exemple ici, de regarder, bah, alors là ici c'est sur le nombre de prescriptions d'antibiotiques post-participation, mais on peut faire ça aussi sur le nombre d'hospitalisations, le nombre de consommations de tel ou tel médicament, le nombre de consultations de certains spécialistes, le nombre d'hospitalisations en urgence, et d'aller bah, comparer nos personnes à la fois d'un point de vue microbiote protecteur, microbiote altéré, mais aussi au sein des différents clusters, afin de montrer bah, de montrer le vrai poids en fait de ce microbiote protecteur, et à quel point le microbiote protecteur peut nous diminuer le risque on va dire, de parcours de santé poussé, et potentiellement alléger, on va dire, le poids sur le système de santé français. Voilà, ça c'était un premier exemple. Je voudrais, alors je ne sais pas exactement combien de temps il me reste, si je me rapproche des 20 minutes ou pas. Je ne sais pas si on C'est bon, peut me vas-y, dire. continue, Sébastien, t'inquiète. J'ai encore un peu de temps, quelques petites Oui, minutes, ou oui, parce que oui, j'en oui, ai oui, pour vas-y. 5 minutes en gros. Vas-y, Ok, vas-y, un autre exemple, c'est chaud. je veux pas trop déborder, hein. Alors, je vais parler au moins d'un deuxième exemple. Le troisième, je le citerai juste. Le deuxième exemple, c'est ce que l'on va avoir sur le Work Package 6 que vous avez bah, en orange, là, l'exposition aux xénobiotiques, on va dire résistome, etc., exposition aux antibiotiques. Et donc, c'est un travail qu'on mène avec Étienne Ruppé, avec Amine Gozlan de Pasteur, qui utilise là 100% du SNDS, c'est-à-dire un travail que l'on fait 100% sur les serveurs de la CNAM, où on va regarder en fait le passé d'antibiothérapie. On a un recul de 20 ans hein, d'un point de vue SNDS. On va regarder le passé d'antibiothérapie de nos participants, et en fait, bah, on va mettre ça donc pareil, hein, via des systèmes de clusterisation de nos individus d'un point de vue type d'antibiotiques consommés. Et ben on va tout d'abord positionner en fait ces prescriptions remboursées, parce que le SNDS c'est des prescriptions remboursées. Et ben on va les positionner par rapport à l'échantillon de sel pour chacun des individus. Donc là, voilà, ben, on voit qu'on a par exemple un certain nombre de personnes. On a ce contrôle positif qui est fait via le SNDS, qui nous permet de savoir le nombre de personnes qui ont eu des prescriptions remboursées dans les 3 mois avant la participation. Mais on peut aller évidemment largement avant ça. Et ce que l'on fait, bah, en fait, on lit les clusters que l'on forme. Donc les clusters que l'on forme, là, c'est ce que vous avez en X. Et ben, on lit ça avec le résistome. Donc avec les gènes de résistance microbien, donc via nos bases de résistome, Mustard, ResFinder FG. Et bah, on voit notamment ici hein, la marque du résistome
qui, malgré le fait que certaines prises sont très anciennes, et ben là c'est un exemple avec la prise de macrolide, mais malgré le fait que votre prise est ancienne, et ben le résistome ne revient jamais à son état de départ. Là, c'est un exemple qui est très marquant d'utilisation du SNDS, qui est évidemment en cours et que l'on peut pousser dans énormément d'autres thématiques, notamment d'autres expositions médicamenteuses, mais pas que les expositions médicamenteuses. Dernier exemple, je le cite juste, c'est la partie Work Package 3 et notamment la partie vieillir en bonne santé. C'est-à-dire qu'on est en collaboration là-dessus avec le CHU de Lyon et notamment la partie gériatrie. On a Olivier Durlac, hein, qui est on va dire un peu un pied des deux côtés. C'est un jeune gériatre, hein, mais il a un pied aussi chez nous. Donc côté INRAE. Et son but, en fait, et du coup, le but de cette thématique-là, bah, c'est de construire, c'est de voir en fait comment la partie de plus de 65 ans du French Gut peut fitter en fait un score de fragilité validé, de voir comment on peut appliquer ces modèles-là, l'appliquer au French Gut et évidemment aller ensuite regarder le microbiote intestinal des personnes en fonction de l'indice de fragilité de notre population de plus de 65 ans. Donc de regarder nos robustes, nos préfragiles et nos fragiles, à la fois d'un point de vue diversité, composition en espèces et surtout fonction, souche, fonction, etc. Et de voir quelles sont les caractéristiques de notre population fragile notamment. Des petites dernières choses importantes à avoir en tête. Vous le savez peut-être, on a ouvert la partie French Gut Kids depuis décembre. Donc recrutement des moins de 18 ans. 10 000 ouvertures pour les recrutements des moins de 18 ans. Donc là, ça a déjà commencé assez fort de ce côté-là. Dernière chose auquel on voudrait Robert m'a demandé de mettre un petit accent particulier sur les Mickey. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de temps sur quelques petites secondes sur les pathologies dans le French Gut. Donc vous voyez sur la partie de gauche, là c'est sur les 37 000 participants, c'est le nombre c'est les maladies classées. Donc en bas vous avez celle qui a l'effectif, on va dire le plus important, et puis plus vous remontez, plus l'effectif est faible. Donc hypertension, SI, enfin colopathie, etc., asthme, etc., sur des effectifs qui commencent à être quand même assez conséquents sur les 37 000. Et je bascule en fait sur la partie de droite. En fait, on peut se servir du SNDS pour aller évidemment vérifier les informations. Et par exemple, ici, les vérifier sur les 10 000 qui ont déjà été séquencés. Donc sur nos 10 000 déjà séquencés, des Mickey, on en a 125, dont 94 qui sont concordants avec la LDN-SNDS, donc 75% de concordance et 31% non concordant à LDS-NDS, en tout cas au moment de la participation. On peut zoomer ça en séparant Crohn et UC par exemple, c'est-à-dire que le NSNDS Crohn à participation, donc là c'est si on fait l'inverse, donc on va regarder sur le SNDS et on va regarder les Crohn au moment de la participation. Et ben, on en a 61 et l'overlap avec notre ennemi qui est plus haut, c'est une cinquantaine. On peut faire pareil pour UC, on en a 50 dans le SNDS au moment de leur participation French Gut, hein, sur les 10 000, donc 45 qui font partie du ennemi qui. Donc on a vraiment cette cible-là. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut en fait cibler des vérifications individuelles et via le SNDS ensuite se centrer sur ces individus pour aller regarder tout le passé, on va dire, de consommation et connecter ça avec leur profil intestinal. Ce qui est intéressant aussi, c'est et je vais finir par ça, c'est la bulle qui est dessous. La dernière, c'est les ALD déclarés post-participation. Par exemple, sur ces 10 000, on a 5 Crohn et 8 UC qui ont été déclarés post-participation, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au moment de la participation et qui l'ont déclaré ensuite. Et on peut en fait mettre ça, et ça c'est tout l'intérêt, un des intérêts que l'on veut faire, c'est mettre ça au regard du microbiote intestinal au moment de la participation et ainsi voir s'il y a un caractère prédictif de l'apparition. Alors ici, des Crohn et des UC, mais on peut généraliser ça à tout contexte de pathologie.
voilà, déjà, je vous remercie pour votre attention et à nouveau pour le fait qu'on ait pu présenter aujourd'hui. Et je rappelle encore que voilà, on est très ouvert à tout type de questions, tout type d'intérêt. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et par adresse, par mail aussi, vous pouvez nous poser ces questions-là. Merci beaucoup Sébastien. Donc à tous les participants, et n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour que nous on puisse les relayer. Moi, je suis impressionnée par la quantité de données que ça Ouais, va générer. Ça va vraiment être une mine d'or. Je pense que vous en allez avoir pour un moment pour arriver à décortiquer tout ça. ouais. Je voulais savoir par rapport à ce que vous aviez prédit quand vous vous êtes lancé dans l'aventure. Est-ce que la population que vous avez obtenue, je suis par exemple assez marquée qu'on a une population très féminine Ouais. dans les participantes, est-ce que c'est des choses que vous aviez anticipées? Est-ce que en fait ce que vous aviez prédit en termes de d'effectifs, d'arrivée d'effectifs, de la population qui allait du coup participer, est-ce que ça correspond vraiment à vos prédictions ou pas du tout? Alors, moi, je vais répondre Je vais peut-être répondre, Vas-y, Robert, vas-y, je vais ouais. peut-être répondre une seconde, mais Vas-y, c'est ouais. très. Oui, en fait, on a la chance d'arriver pas du tout sur un terrain vierge, et on a la chance d'avoir eu 3N puis 4N, et on a eu la chance d'avoir Nutrinett dans le modèle juste avant nous, donc on est sur, sans parler de Constance, et donc on sait très bien que sur le modèle de volontariat, les dames sont bien plus généreuses que les messieurs, et en sel et en temps. Donc, ce n'est pas tellement une surprise. Et donc, simplement, après, il y a deux types de corrections, une correction mathématique et une correction communicationnelle. Donc, on essaye de corriger au maximum pour avoir quand même des gros effectifs d'hommes, puisqu'on parle par exemple du sexe, mais c'est vrai aussi pour l'âge. Et de toutes les manières, à la fin, on a quand même beaucoup plus de gens éduqués, familiers des outils électroniques et volontaires pour faire de la science que une population qui serait extraite, je ne sais pas moi, des listes électorales ou des bases de recensement. Donc oui, comme toutes les cohortes de la Terre et toutes les cohortes françaises, c'est biaisé, mais c'est biaisé, redressé et redressable. Et par rapport aux pathologies, là, quand Sébastien t'a présenté les différentes pathologies, ce qui apparaissait en premier, c'est l'hypertension, puis le syndrome de l'intestin Ouais. irritable. Est-ce que ça aussi, c'est représentatif du coup de la population? Ou par exemple, pour le syndrome de l'intestin irritable, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une sensibilité des gens du coup au microbiote intestinal qui sont plus enclins du coup à participer à ce genre d'études? Excellente remarque. Oui, c'est effectivement, plus en plus, il y a eu du travail, par exemple, associatif qui a été fait. Et je sais que l'étude a été connue dans certaines associations de patients. Et donc, il peut y avoir des biais de surreprésentation, mais qui nous intéressent, parce que puisque c'est une des questions, enfin, nous, on s'intéresse beaucoup au syndrome de l'intestin irritable. Donc, ça ne nous gêne pas, on va dire, même ça nous arrange. Ok. Voilà. Et pour la... Excuse-moi, je vais peut-être dire quelque chose qui peut intéresser notre auditoire. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas atteint les 100 000, c'est vrai pour tout groupe de patients ou tout groupe de médecins qui travailleraient avec un groupe de patients, il y a capacité à se servir, entre guillemets, de l'outil French Gut. Donc, imaginons une maladie relativement peu représentée et peu étudiée, où la question du microbiote est intéressante. Et on peut venir avec sa cohorte qu'on va, entre guillemets, infiltrer dans le French Gut via ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, un tag. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui rentrent avec un tag qui sont dans la cohorte de ceci ou de cela. Et donc, c'est une façon un peu complexe parce qu'on pourrait imaginer qu'on veut que des gens sains. Mais en fait, non, on s'est permis le luxe de mélanger les deux voies d'abord. L'abord population générale, et vous avez vu qu'il est très représenté, 2 tiers, mais aussi l'abord spécifique. Et juste une question, puisque vous parlez de sous-population de personnes incluses. Ouais. Vous avez beaucoup de cas avec Lynch à Avicenne. Est-ce qu'il y a une cohorte Lynch incluse dans French Got? Alors Parce que, malheureusement, alors là, tu tapes là où ça me fait mal. Pour des raisons réglementaires que je ne détaillerai pas ici et qui sont propres à l'assistance publique et à sa complexité, ça n'a pas pu se faire.
Mais en fait, l'avantage, c'est qu'on se servit des mêmes outils pour faire un pseudo. Voilà. Mais effectivement, parce que l'étude avait démarré antérieurement et qu'au plan réglementaire, ça n'a pas été rattrapable. Je dis ça aussi parce qu'il y a des volontaires pour rentrer des malades d'un certain type. Attention, il y a quelques pièges maintenant qu'on connaît bien, réglementaires, à éviter. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si jamais ça vous tente de venir enrichir le truc. Donc oui, on a un pseudo French Gut dans le Lynch, mais il n'a pas pu malheureusement. Et donc, par exemple, là, j'ai perdu juste la possibilité d'aller dans le SNDS à 20 ans. T'imagines pour la mortalité ce que ça donnait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions, ce que je vois dans le chat. Donc, je voulais vous remercier tous les deux encore. Et puis voilà, inviter tout le monde à vous contacter, soit pour enrichir la cohorte, soit pour des collaborations. Merci beaucoup à tous les deux. On En va, tout cas, Un grand c'est fou. merci. Merci à vous et c'est fou la peine. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci. on va maintenant laisser la place à Franck Verdon, que vous voyez souvent ici le lundi soir, mais comme modérateur. Aujourd'hui, on a le plaisir de l'avoir comme orateur, qui nous parle du déclin cognitif après chirurgie et du microbiote. Merci beaucoup, Patrick, et merci à vous pour l'invitation. Je suis très honoré. En effet, donc moi, je vais parler également d'un peu de l'historique et comment on est venu de la cognition au microbiote, parce que c'est quand même un schéma qui n'est pas nécessairement hyper simple, et à partir d'une base de données qui est significativement plus faible que celle qui vient d'être présentée, parce qu'on doit être à environ 100 fois, avec 100 fois moins de données. Mais voilà, on a quand même des données qui sont, je trouve, pertinentes et donc intéressantes à vous présenter. Le principe, c'était donc de discuter avec vous, de vous présenter le schéma dans lequel nous intégrons actuellement au sein de la FHU de Limoges et en particulier dans le laboratoire de Jérémy Gautron sur la résilience cognitive avec un petit focus sur les patients périopératoires qui nous semble un très bon modèle que je vais développer juste après et puis pour lesquels on a des bases de données très intéressantes. Le principe est que chaque anesthésiste réanimateur ou chirurgien qui travaille a forcément rencontré un moment ou un autre dans sa vie des patients qui sont comme celui-ci, c'est-à-dire totalement agités, inadaptés, incohérents dans son lit, s'arrachant et en étant soit hétéro, soit même auto-agressif. Et on a donc ici un exemple d'un trouble cognitif aigu qui apparaît fréquemment dans la période post-opératoire. Nous avons en effet, et plus largement, ce que nous avons le paradigme des troubles cognitifs post-opératoires, qui sont définis comme une altération de la cognition entre la période préopératoire où ça a été évalué, la période post-opératoire où ça a été réévalué, où la cognition a été réévaluée, et ceci jusqu'à 1 an en post-opératoire. Et on parle de déclin cognitif lorsqu'on a une altération qui est significative entre l'état cognitif préopératoire et l'état cognitif post-opératoire, quel que soit le timing auquel il a été évalué, que ce soit 1 semaine, 1 mois, 3 mois ou 1 an. Et il faut savoir que ces troubles cognitifs post-opératoires sont extrêmement fréquents, particulièrement chez les patients âgés, puisque près de 35% des patients de plus de 65 ans qui vont subir une chirurgie majeure vont être sujets à des troubles cognitifs avec une importance plus ou moins élevée. Et ces troubles cognitifs vont persister dans le temps, puisque 10% des patients vont rentrer dans la maladie cognitive, et en particulier dans toutes les maladies dites dégénératives, 1 an après la chirurgie. Et on peut considérer que cette population va ne faire que croître, puisqu'on attend près de 2 milliards de patients de plus de 65 ans, donc près de 50% de patients supplémentaires dans les 30 prochaines années. Et ces troubles cognitifs, au-delà de l'impact qu'ils ont évidemment directement pour les patients, puisqu'ils vont entraîner une institutionnalisation qui va être multipliée avec un risque qui est multiplié par 6 par rapport aux patients standards, une mortalité intra-hospitalière qui est multipliée par 1,5 à 2. Et puis, dans les 8 ans, ils ont 6 fois plus de chances de développer une démence. Donc, c'est quand même c'est un impact extrêmement lourd pour le patient, un impact extrêmement lourd également pour la société, puisque bien qu'on n'ait pas d'informations en Europe, et on a tout un enjeu de travail là-dessus, on considère qu'un patient qui présente un trouble cognitif en particulier aigu coûte 50 000 € en minimum à la société par an. Et c'est un challenge, ces troubles cognitifs. Déjà, on les connaissait peu, parce qu'il faut beaucoup de travail et beaucoup d'informations. Enfin, c'est dur de caractériser les troubles cognitifs, puisqu'il faut, comme je vous l'ai dit, avoir une évaluation cognitive préopératoire. Donc, ça exclut de fait toutes les chirurgies en urgence. Et puis, ça suppose d'avoir un travail finalement de recherche qui soit fait, parce que spontanément, l'état cognitif préopératoire est rarement recherché. Et donc, c'est déjà peu connu. Ça reste néanmoins un challenge médical. A priori,
associé à une altération, une atteinte du système nerveux central. Je pense qu'on peut le dire de manière claire. On verra un tout petit peu après quelles données. Et c'est le gros enjeu de cette pathologie, c'est qu'il n'y a actuellement aucun traitement. Sinon, on mettrait à la retraite l'ensemble des neurologues. Donc, le principe, c'est pas de traitement, et c'est donc la grosse difficulté de ce challenge médical. Deuxièmement, il n'existe aucun biomarqueur diagnostique, et ça, c'est un vrai sujet. Et le dernier sujet, c'est qu'il n'est évidemment pas prédictible. Nous n'avons actuellement aucun score, qu'il soit clinique, rien. Il n'existe rien qui permette de prédire les troubles cognitifs. On connaît quelques facteurs de risque, mais il n'y a pas de score qui permette de prédire clairement quels sont les patients qui vont être sujets à un trouble cognitif. Alors qu'on a un élément clé qui ressort dans les littératures et qui est très très fort, c'est le fait que la prévention est l'élément clé du management de ces troubles cognitifs. Et quand on parle de prévention, on parle de prévention préopératoire avec ce qu'on appelle la préhabilitation, et donc la capacité à augmenter les réserves cognitives des patients dans la période préopératoire, et puis également dans la période post-opératoire, le management des patients, en particulier en les orientant vers des unités comme les unités post-opératoires de gériatrie, une densité médicale et paramédicale très importante. On sait que ces éléments-là, qui sont donc totalement non pharmacologiques, permettent la prise en charge de la réduction du risque de développer un trouble cognitif, mais on est toujours dans la réduction du risque. C'est qu'une fois que le trouble cognitif est apparu, c'est trop tard. Et donc, on a tout cet enjeu de dire comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on détermine quels sont les patients qui sont à risque de troubles cognitifs. Et un des éléments clés physiopathologiques qui a été largement travaillé au cours des années précédentes et des 20 dernières années, c'est l'hypothèse neuro-inflammatoire, et en particulier une activation des cellules immunitaires du système nerveux central, qui composent environ 10% des cellules du système nerveux central, que vous reconnaissez tous certainement ici, que sont les cellules microgliales, qui sont des macrophages initialement, issus du sac vitellin, et qui vont envahir très rapidement le cerveau avant d'être protégés du système vasculaire par la barrière hématoencéphalique. Et ces cellules immunitaires scannent en permanence le système nerveux central et le protègent. Mais lorsque, dans certaines situations, et en particulier dans le monde périopératoire, après une inflammation systémique, de la neuroinflammation, donc une activation inadaptée de ces cellules microgliales, a été décrite. Et donc, on est actuellement dans cette difficulté qui est, a priori, il y a une hypothèse neuroinflammatoire à ces troubles cognitifs, mais il est très difficile de mettre en évidence cette neuroinflammation, puisque nous sommes obligés de nous intéresser au cerveau, et avoir des bouts de cerveau, c'est compliqué. D'où l'enjeu de travailler maintenant sur l'immunité. On a un certain nombre de données que je ne présente pas là, on a acquis au sein du laboratoire, et qui permettent de mettre en évidence un lien entre réponse immunitaire et neuroinflammation, ceci chez la souris. Donc, on a travaillé, on a dérivé progressivement vers l'analyse du système immunitaire périphérique comme un proxy de la réponse neuro-inflammatoire. Et on a ici, je vous présente quelques données préliminaires qui ont été publiées l'année dernière, enfin, 2024, fin 2024, et qui s'intéressaient à une cohorte de 26 patients qui a été pris en charge pour une chirurgie orthopédique majeure, et pour lesquels, j'allais dire, environ 30%, enfin un peu plus que 30%, ont présenté des troubles cognitifs dans la première semaine post-opératoire. Et c'est des patients pour lesquels on a prélevé des tubes de sang pour évaluer la réponse immunitaire au fur et à mesure de la période post-opératoire, à savoir à J1, J7 et J90, donc 3 mois après la chirurgie. Et on a été étudier ces prises de sang, donc ces données, enfin ces tubes, avec ce qu'on appelle la cytométrie de masse, un site-off, qui est l'équivalent d'une association d'un cytomètre de flux, d'un cytomètre de masse, et qui permet d'aller travailler sur près de 60 critères, caractéristiques, anticorps, extra-membranaires ou intracellulaires, et qui permettent d'évaluer ça de manière concomitante. Et donc, ça permet vraiment de travailler sur 60 à 70 marqueurs, et donc d'aller travailler sur des sous-types de populations cellulaires extrêmement précis, en tout cas lorsqu'on s'intéresse à l'immunité. Et donc, on a été évalué en particulier les voies de signalisation intracellulaires d'un certain nombre, donc d'une trentaine ou une quarantaine de sous-types de cellules immunitaires, et puis on a été travailler sur les voies JAK-STAT et les voies MyD88, qui sont les voies NF-κB qu'on connaît classiquement. Et on a été regarder si, globalement, les patients qui présentaient un trouble cognitif avaient une réponse fonctionnelle immunitaire différente en fonction du développement ou non d'un trouble cognitif. On a mis en évidence ici, comme vous le voyez sur le graphe de droite, qu'il y avait une surexpression, une surphosphorylation des voies JAK-STAT dans un certain nombre de cellules, et en particulier dans les cellules de l'immunité adaptative, avec en particulier au sein des CD40 cells, et qui permet de distinguer vraiment au cours du temps les deux populations de patients qui vont présenter un trouble cognitif de ceux qui ne vont pas en présenter. Et de manière très intéressante en ce qui concerne la voie MyD88, donc ici IκB,
On a mis en évidence, comme vous le voyez ici, dans les cellules de l'immunité innée, que dès la période préopératoire, les patients qui allaient présenter un trouble cognitif ont une différence des phosphorylations très claire d'ICAP-AB. Donc, on s'est dit, tiens, non seulement on voit qu'il y a une réponse immunitaire différente en fonction des types de patients, mais probablement peut-on distinguer ces patients-là dès la période préopératoire. Et donc, on s'est intéressé à la période préopératoire, à la fois en utilisant le site-off, mais aussi en utilisant des analyses dites protéomiques avec Zaptamer, qui était Olink, en l'occurrence ici, c'était Somalogic. Donc, l'objectif était de caractériser le prélèvement de sang préopératoire des patients avec ces deux technologies-là, donc analyse de l'immunité et analyse de la protéomique circulante. Et là, on atteint le gros inconvénient de notre type de données, c'est comme je vous l'ai dit, on a 26 patients et on a un nombre de données qui est extrêmement important puisque pour le site-off, ça nous extrait environ 1000 data points supplémentaires, enfin, pardon, 1000 data points de caractérisation. Les protéomiques à haute dimension, comme on l'a utilisé, Somalogic, c'était 1500 données, et puis on avait une cinquantaine de données cliniques, et donc on arrive à quelque chose qui est aux alentours de 2500-3000 données par patient, alors qu'on n'a que 26 patients. Donc là, on sait que toutes les techniques actuelles de statistiques ne permettent pas de travailler de manière intéressante sur des marqueurs, et donc on est obligé de se retourner vers le machine learning. Et donc là, on atteint aussi du coup les sujets des limites du machine learning, et en particulier en ce qui concerne l'analyse de la sélection des features qui sont dites prédictives d'un outcome. Et pour évaluer la capacité d'un algorithme de machine learning à prédire, eh bien, en particulier dans ce contexte où on a des nombres de patients qui sont extrêmement réduits, on utilise la cross-validation qui nous permet d'aller évaluer la variabilité de sélection d'une feature. Et pendant la cross-validation, on utilise la régulation, une méthode dite de régulation par lasso, et on peut avoir des variations de features qui sont sélectionnées qui est extrêmement important. Et ici, je vous présente les données, la fréquence de sélection de certaines features sur une base de données de 93 patients, 93 patients qui étaient à Stanford et sur lesquels on a travaillé. On voit qu'on évalue, quand on regarde le type de sélection, on peut avoir des modèles qui vont sélectionner entre 200 et 1000 features, alors que nous en souhaiterions 10 à 50 qui soient extrêmement réduites. Et pourquoi on en veut 10 à 50 qui en sont extrêmement réduites? C'est parce que l'enjeu, c'est derrière d'aller à la clinique, et on sait bien qu'on ne pourra jamais en clinique mesurer 200 à 1000 features et puis d'avoir une telle variation. Et donc, on atteint globalement les objectifs, en tout cas, on arrive à un mur qui est quel est le modèle de machine learning sur ce type d'analyse, avec donc un N patient qui est extrêmement inférieur au nombre de données que nous avons. Et donc, quel est le meilleur modèle de machine learning que nous avons? Et donc, nous avons développé avec l'équipe un modèle de machine learning qui s'appelle Stable, avec un objectif qui était d'avoir un modèle qui soit prédictible, qui ait une bonne capacité prédictive, qui soit sparse, et quand on dit sparse, c'est-à-dire qu'il soit limité en nombre de features qui sont sélectionnées comme étant prédictives d'un outcome, et puis qu'il soit également fiable. Ça, c'est très important, parce que la difficulté est d'éviter d'avoir une variation à chaque fois qu'on rajoute ou qu'on enlève un patient. Et donc, on a développé Stable qui a été publié dans Nature Biotech, qui consiste grossièrement à rajouter du bruit, donc à rajouter des features ici, au set de données initial. Donc, je vous ai dit environ 2500 données par patient, mais on rajoute 2500 données qu'on sait fausses, artificielles, et on réinjecte ces données-là au sein du set, et puis on fait tourner un lasso. Et ça nous permet globalement, grâce à un false discovery rate, de définir quelles sont les features les plus prédictives et les plus stables, considérant que celui qui va nous établir le seuil est la première feature qui va avoir été sélectionnée, alors qu'on sait qu'elle est artificielle et que c'est du bruit. Et c'est d'une technologie qu'on a publiée dans Nature Biotech. Et lorsqu'on applique cette technologie au premier set de patients que je vous ai cité qui venait de Stanford, qui nous a permis de développer ce modèle de machine learning, on se rend compte qu'on atteint un nombre de features sélectionnées qui est plutôt aux alentours de 20, qui est extrêmement stable comparativement à ce que je vous citais tout à l'heure, tout en ayant une capacité prédictive, ici en rouge, qui est exactement similaire, voire un peu au-dessus des autres modèles de machine learning assez classiquement utilisés. Et donc, on a appliqué ce modèle sur l'étude que je vous ai citée tout à l'heure, en tout cas sur les 26 patients pour lesquels nous avions caractérisé des troubles cognitifs. On a appliqué Stable et ça nous a permis de sortir une douzaine de biomarqueurs, et des biomarqueurs qui sont essentiellement basés sur l'immunité. Ici, je vous présente en rouge les données qui ont été sélectionnées par le modèle, alors que nous n'avons aucune donnée clinique. Encore une fois, ça me permet ici de réaffirmer le fait que les données cliniques en tant que telles ne sont pas prédictives, et c'est la raison pour laquelle, malgré la recherche qu'il y a eu sur le sujet,
aucun score clinique n'a permis la définition des troubles cognitifs. Et donc, en réalité, c'est parce que ces données cliniques ne sont pas prédictives, alors que les données immunitaires semblent l'être très précisément. Et lorsque je vous présente ici les données immunitaires de ces patients-là, vous voyez une grande différence entre les patients en rouge qui présentent des troubles cognitifs sur ces fameuses features immunitaires. Et donc, on voit bien la différence. On voit que ces données, lorsqu'elles sont associées, sont très capables de nous permettre de discriminer les patients dès la période préopératoire qui vont présenter un trouble cognitif de ceux qui ne vont pas en faire. Et c'est un modèle qui a été breveté par Stanford. Et alors maintenant, j'en arrive à l'hypothèse, qui est l'hypothèse microbiote. Et pourquoi on s'intéresse au microbiote? Eh bien, le microbiote, il y a quand même et ça a été cité tout à l'heure, quand même un rôle clé dans la réponse immunitaire, ou en tout cas dans la manière avec laquelle le système immunitaire va répondre à un certain nombre de stimuli, en particulier pour ce qui est des cellules T. Donc ça, c'est assez bien décrit dans la littérature, mais au moins sur le plan expérimental. On sait que le microbiote est à l'origine de la production d'un certain nombre de métabolites qui vont avoir un impact direct à la fois sur l'immunité, mais également sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et puis, certaines données, en particulier chez les patients, mettent en évidence le lien entre dysbiose et troubles cognitifs, en particulier en passant par des questions de fréquence de Treg. Et donc, on arrive à la question de comment arrive-t-on à caractériser ou peut-on caractériser chez le patient le fameux lien gut immune brain axis. Et donc, le lien et donc l'hypothèse que nous faisons et que je vais citer juste après, c'est que les altérations du microbiome vont être à l'origine d'une réponse immunitaire altérée qui va elle-même entraîner des troubles cognitifs. Et donc, nos objectifs sont doubles avec l'étude que je vais vous présenter tout à l'heure qui s'appelle BioMOS, enfin tout à l'heure dans une seconde, qui s'appelle BioMOS. Deux objectifs principaux. Le premier, c'est de mettre en évidence et de caractériser les corrélations physiologiques entre le microbiote et le système immunitaire périphérique, circulant, et les conditions cognitives. Et l'objectif numéro 2 est de mettre en évidence des biomarqueurs qui soient meilleurs encore ou qui renforcent la signature que je vous ai décrite il y a quelques instants. Et donc, on va s'appuyer sur une cohorte qui s'appelle la cohorte BioMOST, qui est une cohorte qui est portée par les chirurgiens digestifs à Saint-Antoine et en particulier Jérémy Lefebvre. Et puis, on travaille également et avec Harry Sokol qui, lui, porte toute la partie microbiote de cette cohorte. Et nous avons caractérisé chez maintenant 180 patients qui bénéficient d'une chirurgie majeure digestive la cognition préopératoire et post-opératoire nous permettant de définir les troubles cognitifs post-opératoires. Il y a une analyse du microbiote qui est faite par Harry Sokol et son équipe, et donc Nathalie en particulier. Et puis nous, de notre côté, nous développons toute la partie à la fois machine learning et analyse en single cell. Et l'idée, c'est de travailler avec, en particulier, donc dans le laboratoire de Jérémy, vous voyez à droite, et avec Amélie Cambriel, qui est étudiante en thèse, et Daniel Coury, qui va rentrer en thèse, c'est de caractériser, de profiler l'ensemble de ces patients, à la fois sur le plan microbiotique fait par l'équipe d'Harry, mais surtout sur la partie immunitaire, avec une analyse à la fois de caractéristiques, de description de statut immunitaire, en particulier fonctions immunitaires, mais également, on va travailler sur un panel d'épigénétique qui a été développé par Amélie à Stanford et que nous allons travailler également sur ce panel-là pour décrire très précisément la fonction immunitaire et le shaping du système immunitaire. Et deuxième élément, nous allons intégrer les données qui sont à la fois microbiotiques et en site-off avec des données cliniques et pour pouvoir essayer de définir à la fois caractériser ce que j'ai cité tout à l'heure, donc les liens entre microbiote et immunité, et puis également de mettre en évidence éventuellement une signature immunitaire préopératoire ou microbiotique ou clinique ou l'association des trois qui nous permettent de cibler les patients. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'une fois qu'on a ciblé ces patients et qu'on a réussi à mettre en place un test qui nous permettrait de prédire les patients qui vont avoir des troubles cognitifs et donc de les identifier comme à haut risque, c'est de les orienter sur des parcours particuliers permettant la réduction de l'incidence de ces complications, de pouvoir les rentrer donc dans ce qu'on appelle les stratégies préventives et en particulier dans les parcours dits de préhabilitation, dont la principale difficulté est qu'ils reposent beaucoup sur l'homme, puisque ces parcours de préhabilitation, de préparation à la chirurgie, d'augmentation des réserves cognitives et fonctionnelles, dépendent d'un neuropsychologue, de diététiciens, de kinésithérapeutes, de médecins, de gériatres. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement lourds à mettre en place et donc il est nécessaire de cibler les patients qui peuvent le plus en bénéficier. Puis, bien évidemment, en travaillant sur toutes les hypothèses physiopathologiques, en tout cas en les caractérisant, l'objectif est potentiellement de développer de nouvelles approches thérapeutiques, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y a que des approches préventives et la majorité sont non pharmacologiques. L'idée, c'est d'aller travailler sur de développer éventuellement de nouvelles approches pharmacologiques, d'immunomodulation,
ou de modification du microbiote préopératoire permettant d'optimiser le diagnostic, la réduction du risque post-opératoire de troubles cognitifs. Bien évidemment, l'idée est de disséminer ceci avec des publications. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère avoir été clair. Merci Franck, c'était très clair et c'était passionnant. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce que la raison de la chirurgie majeure, Oui. est-ce que sa prise en compte est pertinente dans tes études? Est-ce que ça influence le microbiote ou alors est-ce que le microbiote influence la pathologie menant la chirurgie? Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui, alors c'est possible que en effet, hein, donc sur les chirurgies qui sont actuellement sur lesquelles on s'intéresse, il y a les Mickey en partie. Donc on peut dire est-ce que il y a nécessairement un lien entre la pathologie pour certaines et puis en fait on a environ 40% de Mickey, 60% de chirurgie dite carcinologique. Je grossis le trait. Mais donc on a évidemment potentiellement des impacts, en tout cas des liens forts entre la pathologie et la chirurgie qui est réalisée. Maintenant, je dirais que l'outcome est le même, puisqu'on s'intéresse à des troubles cognitifs. Donc, qu'il y ait des variations qui soient liées à la pathologie, je dirais tant mieux, parce que ça nous permettra de mettre éventuellement en évidence ou de grossir des traits. En tout cas, de grossir des traits qui nous permettent de mettre en évidence des biomarqueurs qui soient pertinents sur cette prédiction. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on observe actuellement le taux de complications post-opératoires que nous avons dans les troubles cognitifs, on est globalement dans ce qu'on a déjà observé en chirurgie orthopédique et ce qu'on observe habituellement en chirurgie abdominale majeure. Donc, je ne suis pas inquiet sur le fait que on ne va pas avoir d'impact, que ça ne va pas biaiser notre analyse, quoi. Mais après, l'idée, c'est d'aller travailler dans d'autres chirurgies, hein. La chirurgie thoracique, la chirurgie orthopédique. Mais bon, là, je pense qu'on était sur un bon alignement des planètes avec les chirurgiens digestifs, les hépatogastroentérologues, les laboratoires d'Harry, le laboratoire de Jérémy, tout ça. Donc, on était sur un bon trait. Mais oui, c'est une vraie question. Donc, non, mais c'est très bien. C'est ça que je trouve très intéressant dans la FHU, c'est cette association d'expertise qui, à mon sens, permet d'avancer vraiment assez loin dans les caractérisations de pathologie. Donc, c'est quand même top. Et puis, on voit que c'est assez varié, puisqu'on va passer de pathologies digestives à des pathologies neurologiques. Et donc, je trouve ça très sympa de pouvoir échanger, de pouvoir travailler comme ça, de manière synergique. Je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos 3 orateurs et les participants. Et donc, on se revoit le 11 mai. Bonjour, merci à tous, merci aux intervenants, aux modérateurs. On se revoit le 8 juin. Ah, c'est pas le 11 mai, d'accord, c'est le 8 juin. Okay. Non, parce que le mois de mai, nous n'avons pas de... très bien. Les jours fériés notamment, on a... Donc, le 8 juin, ça sera avec le docteur Lejla Imamovic de l'équipe de Guy Gogorchov. Elle nous présentera la surveillance immunitaire structure le microbiote intestinal humain. Et Natacha Kaponji, j'attends toujours son titre, bien sûr. Et puis vous aurez... Je la ressolliciterai. Très bien. En tout cas, merci Franck pour le titre. Hein. Il n'est jamais trop tu tard peux pour solliciter Natacha, en effet, oui. Voilà, ouais, c'est ça, oui. Et je dirais qu'il est essentiel qu'elle envoie le titre tout de suite. Bon, merci beaucoup à tous. Merci Bonne à vous. soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye. Au revoir. À bientôt, au revoir.